Bonsoir à tous, bienvenue pour cette conférence sur débuter avec la Cyber Threat Intelligence, donc à l'usage des Blue Teams. Ce que je veux préciser, ce que vous allez voir tout le long, c'est qu'on ne va pas aborder les aspects un peu offensifs du renseignement, etc. On va plus être dans une démarche de défense. J'ai rajouté une petite citation parce que ça fait stylé, mais c'est surtout pour parler en fait du principe que le renseignement et le renseignement de base, ça existe depuis très longtemps, mais avec l'évolution de la démarche cyber, de la menace cyber depuis les années 2000, on a une intelligence du renseignement cyber, donc appelée Cyber Threat Intelligence en anglais, qui se développe. Donc ça sera le sujet de cette conférence, et de vous présenter en fait qu'est-ce que la Cyber Threat Intelligence et comment on va pouvoir l'utiliser pour se défendre. Donc, à propos de moi, donc mon pseudo sur Discord et puis sur d'autres plateformes, c'est Solone. Je suis en alternance au sein du SOCODEF depuis 4 ans et je suis référent Cyber Threat Intelligence pour son compte depuis à peu près 2 ans. Au niveau de mes centres d'intérêt, donc du forensic, de la réponse à incident, et également de l'OSINT. Et également, ma cam à moi, c'est les Iraniennes et les Russes. Donc du coup, je fais énormément de veille sur tout l'usage de la cyber dans le monde, en Iran et en Russie. Parce que c'est des acteurs qui m'intéressent et qui sont particulièrement actifs dans ce monde-là. Donc en fait, l'étude de l'intelligence de la menace sur ces pays-là rend la chose particulièrement intéressante. L'objectif de cette conférence, c'est surtout pas de vous reprendre les cours d'analyse de la menace qu'on a eu avec Ronan Mouchou. Je vous fais confiance, vous avez tous bien écouté. Donc, ce qu'on a vu avec Ronan, c'était surtout, en fait, il a pris la pyramide of pain et ce qu'il a essayé de montrer, c'était en fait comment est-ce qu'on pouvait utiliser les informations qu'on avait sur les attaquants, donc leur tactique, technique et procédure d'attaque, mais également l'outillage, toutes les informations qu'on pouvait avoir sur les attaquants pour déjouer et pour récupérer des renseignements sur eux. Nous, dans le contexte d'un SOC et pour de l'application au sein d'une entreprise, on va descendre un contexte plus bas, qui en fait va être la gestion des indicateurs de compromission et des marqueurs par rapport à certaines menaces actuelles. Donc l'objectif de cette conférence, ça va être de débuter avec la CTI pour son entreprise ou même personnellement. J'insiste sur le fait que personnellement, ça peut être intéressant. Si jamais vous avez des infras à la maison, on fait le lien par exemple avec la conférence self-hosting, et vous pouvez mettre ça en place. Ça peut toujours être intéressant d'avoir des blacklists, des fonctions, etc. Des fonctions de blocage, de filtrage, justement basées sur l'intelligence de la menace pour améliorer votre protection. Ce qu'on va essayer de voir, c'est également comment est-ce qu'on va partir de tout en bas, donc du premier indicateur récolté, à une défense complexe au sein de vos entreprises. Et enfin, on fera une petite passe sur les solutions qui existent sur le marché. Donc j'en présenterai 2 qui sont privées, et, enfin 2 qui sont payantes, pardon, et 2 qui sont publiques. La Cyber Threat Intelligence, qu'est-ce que c'est? La Cyber Threat Intelligence, c'est tout d'abord la collecte et l'analyse de l'information existante autour d'une menace ou d'un adversaire. Donc ça va venir par différentes informations, comme on l'a déjà vu, des indicateurs, mais également des techniques d'attaque, des groupes d'attaquants, des outils, etc. On va associer ça avec la mise en place de mesures de prévention, de détection et de réponse grâce à la connaissance acquise. Donc l'objectif, ça va être de récupérer toutes ces informations-là, les mettre en place au sein de son entreprise pour obtenir à la fin une politique de CTI. Pourquoi est-ce qu'on met ça? Parce que de manière régulière, en fait, dans les entreprises, on trouve des fichiers Excel avec des listes innombrables de noms de domaine, mais également des feeds web et des rapports. Le problème, c'est que dans les entreprises, quand on veut adresser une menace ou qu'on veut savoir pourquoi est-ce qu'on a bloqué une IP, pourquoi est-ce que cette adresse IP elle est plus malicieuse, comment est-ce qu'on priorise, on se retrouve souvent face à toutes ces questions-là. Est-ce qu'on a des infos sur cette IP? Est-ce qu'on avait bien ajouté au SIEM les IOC, par exemple, des nouveaux C2 associés à Emotet, qui se souviennent pourquoi on avait bloqué ça, etc. On a beaucoup de ces problématiques-là qui reviennent.
Et le souci, c'est qu'au final, on se retrouve à bloquer des choses qui sont inutiles, à surcharger nos infrastructures sans aucun but. Puisque par exemple, on va garder en détection des adresses IP qui datent de 2017, juste parce qu'on a, par exemple, oublié un set dans un endroit, etc. Alors, vous avez dû déjà voir un peu cette définition auprès de Ronan. Ronan Mouchou, lui, il définit 3 types d'intelligence. Il définit seulement l'intelligence stratégique, tactique et opérationnelle. Moi, dans la définition que j'apporte, j'essaye également d'associer le renseignement technique. Donc il faut savoir qu'en fait l'intelligence de la menace cyber, elle se base sur la triade capacité, intention, possibilité. C'est ce qu'on avait déjà vu en cours, mais c'est très important de le rappeler. Du coup, on va essayer de définir de l'intelligence stratégique, qui va être en fait dédiée à un niveau plutôt dédié à l'exécutif, pardon. En fait, l'objectif, c'est d'obtenir des renseignements sur les grandes tendances actuelles. Quel est le groupe qui est particulièrement virulent en ce moment quels sont les impacts financiers ou technologiques que ce groupe a réussi à générer, ou encore différentes informations sur les risques liés à un malware, etc. D'un autre côté, on a le renseignement qui est opérationnel, l'intelligence de la menace opérationnelle, qui vise en fait à produire du renseignement. On va être sur des activités de prévention, donc l'objectif c'est d'essayer d'identifier les risques en amont. Par exemple, lorsqu'on a des veilles sur le dark web, des personnes qui vont leaker des credentials ou qui vont alors rechercher, par exemple, je cherche un accès à telle ou telle entreprise, ça fait partie du renseignement cyber. Et donc du coup, ça va être dans l'idée d'obtenir l'information en amont. C'est souvent destiné au RSSI et au CERT pour se protéger et savoir en fait également quelles sont les grandes tendances. Et de l'autre côté, on a le renseignement de la menace tactique qui lui en fait va rassembler tout ce qu'utilisent actuellement les attaquants pour pénétrer votre système d'information. Donc on a des informations sur les techniques d'attaque ou les procédures liées à un malware ou un attaquant. Ça va être surtout destiné aux SOC managers ou aux intégrateurs SIEM pour affiner leur détection et mettre à jour leurs infrastructures. Et enfin, technique, c'est ce sur quoi on va se concentrer énormément aujourd'hui, ça va être les indicateurs de compromission. Pour faire simple, par exemple, lorsqu'on va parler d'un malware qui va pénétrer un système d'information, on va dire que le renseignement tactique, ça va être la vulnérabilité qu'il exploite, les TTPs associés, alors que les renseignements techniques, ça va plus être les indicateurs de compromission, quel C2 il a contacté, quelle est la signature associée à ce malware, etc. Du coup, vu qu'on va se focuser sur les indicateurs de compromission, on va devoir gérer ces indicateurs. C'est souvent le gros problème, et c'est ce qu'on remarque, c'est qu'on dispose de renseignements plutôt très importants dans le monde de la cyber, sur des indicateurs. Donc en fait, il y a plein d'indicateurs de compromission qui se baladent dans la nature, qu'on peut récupérer. Donc l'objectif, c'est de voir comment on va les récupérer, mais surtout comment on va les gérer. Parce qu'on imagine rapidement qu'une base de 10 millions d'indicateurs, ça va être compliqué à gérer, à maintenir, etc. Donc tout d'abord, l'une des premières choses, c'est qu'un indicateur il peut prendre différentes formes. Je vais m'enfoncer un peu des portes ouvertes ici, mais vous le savez déjà tous, donc ça peut être des signatures, ça peut être des règles Yara, ça peut être des URL, ça peut être des adresses IP, des FQDN, etc. Le problème, c'est qu'en fait, quand on va vouloir commencer à récupérer des indicateurs, on va avoir tendance à essayer de tout récupérer. On va se dire, tiens, cette source-là, elle est vraiment pas mal. Tiens, celle-ci aussi, elle est pas mal, etc. Et donc, du coup, on va se dire, plus je collecte, plus je peux me protéger efficacement. Sauf qu'en fait, il faut essayer de collecter intelligemment quand on commence. Il faut par exemple déjà s'assurer, est-ce que tous les indicateurs vont pouvoir être exploités directement? Par exemple, est-ce que votre antivirus ou votre EDR vous remonte des signatures de type SHA-1? Si c'est le cas, ça va être intéressant de se concentrer sur une source qui va vous remonter des SHA-1, sinon ça sera d'aucune utilité d'en récupérer d'autres. Pareil,
des URL, toutes les URL qui sont HTTPS, vous pouvez oublier si vous n'avez pas de déchiffrement SSL dans votre boîte. Tout simplement parce que vous ne verrez pas tout ce qu'il y a derrière tout l'URL pass. Voilà. Une fois qu'on a identifié les types de données qui circulent dans nos infrastructures, on va pouvoir commencer à identifier les sources. Les sources, j'en parlerai après. Et une fois qu'on a les sources, on va pouvoir du coup commencer à définir comment est-ce qu'on va gérer notre indicateur. Donc moi, j'établis 4 piliers à la gestion des indicateurs, qui sont le scoring, la durée de vie, le statut et la confidentialité. On va voir en fait pourquoi est-ce que ces 4 piliers en fait de la gestion d'un indicateur vont nous permettre de pouvoir gérer la durée de vie de nos indicateurs, mais également d'éviter de tomber sur des problèmes qui pourraient mettre en fait en péril le fonctionnement de votre SI. Tout d'abord, on va parler des sources du scoring et de la confiance qu'on va accorder aux indicateurs qu'on récupère. De mon point de vue, du coup, j'établis 3 types de sources. Les sources ouvertes, donc c'est tous les renseignements que vous allez pouvoir récolter sur Internet. Vous devez déjà connaître quelques sources, typiquement AbuseCH, même par exemple AbuseIPDB, VirusTotal, tout ce qui est disponible sur Internet, c'est des sources que vous pouvez utiliser, qui peuvent être payantes si vous utilisez des tokens, mais elles ont tous une partie gratuite que vous pouvez exploiter. Ensuite, également en source ouverte, j'ai oublié de le mentionner, mais il y a tout ce qui vient de la veille que vous pouvez accomplir. Typiquement, tout ce qui va être les tweets de chercheurs, des personnes qui font du reverse. Ça va être aussi également une mine d'or pour récupérer des indicateurs de compromission. En deuxième lieu, vous avez les sources privées. Les sources privées, on va en distinguer plusieurs. Déjà, vous avez les éditeurs et les fournisseurs de Cyber Threat Intelligence. J'en parlerai plus tard. Souvent, donc du coup, c'est des sources qui sont plutôt bien quantifiées, avec des relations qui sont plutôt vers des malwares, des attaquants, etc., qui sont plutôt fiables. Et enfin, vous avez toutes vos sources internes, donc tout ce qui va venir de vos infrastructures. Là-dedans, on va retrouver tous les IOC que vous allez pouvoir récupérer durant vos investigations, au travers de vos infrastructures de sécurité, etc. Du coup, vous imaginez bien que on va avoir différents niveaux de confiance en fonction de nos sources. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir un indicateur qui est associé à une source interne, on va avoir tendance à lui faire plus confiance. Typiquement, on sait qu'on a eu une compromission avec cette signature-là. On va lui accorder un score plus élevé. Donc du coup, les actions qu'on va prendre en compte pour cet indicateur vont être associées. Contrario, les sources ouvertes vont être beaucoup plus verbeuses, et donc du coup, vous allez récupérer une quantité énorme d'indicateurs qui vont des fois pas être intéressantes. Donc l'idée, c'est souvent pour quantifier un indicateur, de l'avoir détecté via des sources ouvertes, plusieurs sources ouvertes, donc n'hésitez pas à multiplier vos sources ouvertes, et également après le mettre en détection pour le voir en interne, et ensuite adapter les scores. Typiquement, si on prend une échelle de 0 à 10 et qu'on détecte le nom de domaine malicious.com. Malicious.com, il va venir d'une source ouverte. Donc typiquement, je vais lui donner un score de 2, un score assez faible, et je vais prendre aucune action dessus. Il va être dans ma base, il va vivre sa vie, et ensuite, à un moment, il va être remonté par une source... Il va être remonté par une source privée. Donc là, à partir de ce moment-là, par exemple, je vais pouvoir me dire, tiens, mon indicateur, il a été détecté par 2 sources, c'est quelque chose qui semble assez fiable, donc je vais pouvoir, par exemple, commencer à le mettre en détection, dans mon SIEM ou dans d'autres infrastructures. Voilà. Donc bon, ça m'a fait un peu marrer, mais effectivement, quand j'ai fait la petite flèche qui remontait, je me suis dit, putain, on dirait Jamy dans C'est pas sorcier. Voilà. La durée de vie. La durée de vie, c'est pareil. L'objectif, c'est de ne pas garder un indicateur éternellement dans vos bases. Sinon, si vous récoltez des indicateurs et vous les gardez éternellement, vous allez au final vous dire, mais à quoi est-ce que ça va me servir cet indicateur, il date de 2017, pourquoi je le garde? De toute façon, il y a de fortes chances qu'il soit plus actif. Donc du coup, pour les sources ouvertes, il va falloir faire attention à différentes choses et regarder en fait comment réagit votre source. Souvent, certaines sources remontent des attributs, typiquement AbuseCH, remonte l'attribut offline lorsqu'un C2 devient inactif. Il y a également des sources qui suppriment tout simplement l'IOC de la liste, et sinon il y a des dates explicites qui sont présentées.
L'objectif, ça sera toujours de mettre des dates d'expiration courtes, inférieures à 1 mois, et de faire de la suppression régulière. Souvent, quand on regarde les bases de données qui contiennent des indicateurs, on a énormément on a énormément d'informations qui reviennent de ces sources ouvertes, et ces indicateurs en fait sont pas supprimés, ils restent, ils prennent de la place, et en fait ça rajoute une couche de complexité associée. Les sources privées, et j'espère que si jamais vous investissez pour un fournisseur de CTI, vous ferez attention à ça, c'est que normalement, un fournisseur de CTI, il doit obligatoirement vous accompagner l'indicateur d'une durée de vie. Il doit vous dire quand est-ce qu'il est actif, quand est-ce qu'il devient inactif, puisqu'en fait, ils ont des mécanismes, vous avez dû sûrement les voir dans certains de vos projets, des choses comme ça, ils ont des mécanismes pour tester si des command and control sont encore actifs, si une menace a été par exemple démantelé, des choses comme ça. Voilà. Et enfin, en interne, c'est beaucoup plus dur, parce que du coup, on ne va pas avoir d'indicateur. Donc du coup, il va falloir se concentrer sur la volatilité de l'indicateur. Si on reprend par exemple la pyramide of pain du début, où on avait les signatures tout en bas, on sait qu'une signature, c'est très volatile. C'est-à-dire qu'en fait, une signature, on va pouvoir la changer très régulièrement. Donc du coup, en fait, les signatures, il va falloir les expirer très rapidement, se dire, bah tiens, je sais que je vais récupérer tant de signatures sur cette menace-là, je les garde pendant 1 mois, et je sais que forcément, vu que cette signature va déjà avoir été flaguée par tous les antivirus, et bah, les attaquants ils vont forcément la changer. Donc du coup, il ne faut pas les garder éternellement. C'est beaucoup plus dur pour des noms de domaine ou des adresses IP qui vont être beaucoup plus difficiles à changer. Au final, on sait qu'avec IPv4, on atteint une pénurie des adresses IP, donc ça devient par exemple dur d'en avoir. Les noms de domaine, c'est pareil, c'est conditionné, donc du coup, ils vont être changés beaucoup moins régulièrement. Voilà. Et également, en interne, ça va être important de garder les indicateurs dans un statut spécifique, donc je vais en parler juste après, pour effectuer des activités de threat hunting. Le hunting, ça va être en fait reprendre des indicateurs que vous avez récupérés, et effectuer des recherches plus ou moins longues dans le passé pour voir si vous n'avez pas eu une compromission. Ça permet par exemple de détecter qu'à un moment, on s'est fait compromettre, on ne l'a pas vu passer parce que nos analystes étaient noyés sous un flot d'informations, et on a loupé ça. Donc ça va nous permettre de faire de la reprise également. Du coup, ça me permet de faire une bonne transition sur le statut. Le statut de l'indicateur, il va être très important. Votre statut, ça va être donc du coup, soit vous allez avoir un indicateur actif qui représente une menace actuelle. Sinon, il va falloir, en fait, comme je vous expliquais, gérer sa date d'expiration. Quand est-ce qu'on va en fait considérer que l'indicateur n'est plus actif, mais également définir 2 autres types de statuts qui sont le whitelisting et les indicateurs à étudier. J'ai mis un petit retour d'expérience de quelque chose qui nous est arrivé au sein du SOC EDF. On a typiquement eu une adresse IP qui en fait traînait dans nos bases depuis à peu près 2018. Et un jour, cette adresse IP, elle a été réattribuée à Microsoft. Sauf que cette adresse IP, en fait, elle avait été associée à une menace qui en fait était vérifiée à cette époque-là, et donc du coup, elle avait été bloquée sur l'ensemble de nos anti-DDoS. Malheureusement, du coup, on a bloqué en 2 minutes, on a réussi à bloquer Teams, et on a resté bloqué avec Teams pendant 3 heures parce que du coup, il y a eu une gestion de crise qui a été déclenchée, et personne s'est rendu compte qu'en fait, ça avait été bloqué parce que pour eux, c'était impossible. Donc, faites attention à bien expirer vos indicateurs. Et définissez également donc des whitelistings sur vos services légitimes. Il se peut que par exemple vous ayez des fois où lorsque vous allez par exemple récupérer des indicateurs qui vont être issus d'une soumission en sandbox, etc., vous allez retomber sur google.com qui va revenir. Si vous définissez pas des whitelists, vous pouvez avoir google.com qui va partir en détection dans votre SIEM, et j'imagine même pas le nombre d'alertes que vous allez avoir, ça va faire sapin de Noël. Et également, toujours avec les idées de sandbox, voilà, mettez des indicateurs à étudier, c'est-à-dire que c'est des indicateurs qui vont être liés à par exemple une URL que vous avez qui est remontée comme malicieuse, qui vont être liés à une adresse IP, etc. Prenez le temps après, une fois que vous avez fait une soumission, etc., de repasser sur ces indicateurs pour dire est-ce que c'est malicieux ou pas. La gestion de vos indicateurs. Donc je ne vous représente pas les TLP, vous savez ce que c'est, donc la confidentialité. Pardon, j'ai dit la gestion de vos indicateurs, je parle de la confidentialité, pardon. Donc vous allez avoir 4 niveaux, white, green, amber et red. L'objectif, c'est en fait de définir pour chacun de vos indicateurs, en fonction de sa source et en fonction de ce que vous avez fait avec, de ce que vous avez vu,
quel est son niveau de diffusion. C'est très important parce qu'en fait, durant des investigations, vous allez être amené à pouvoir essayer d'enrichir cet indicateur. Typiquement, vous récupérez un indicateur d'une source, vous récupérez juste une adresse IP. Vous ne savez pas à quoi ça sert, vous savez juste qu'elle a été remontée, qu'elle a été flaguée par une source. Envoyez-la dans VirusTotal, envoyez-la dans AbuseIPDB, essayez de faire de l'enrichissement dessus. Si c'est ouvert, ça va. Par contre, si jamais vous êtes en compromission en cours et que votre indicateur est mal flagué, enfin pas flagué sur un niveau de confidentialité suffisant, il peut arriver qu'il y ait un de vos N2 qui en fait balance tout simplement la signature du malware responsable de la compromission en cours sur VirusTotal. Et en fait, avec VirusTotal, pour ceux qui n'ont pas compris tout de suite le lien, avec VirusTotal, on a une capacité de monitorer en fait tous les malwares qui sont envoyés en soumission et toutes les signatures. Donc en fait, si vous envoyez par exemple la soumission d'un de vos malwares sur VirusTotal et que votre attaquant est en train de monitorer les soumissions qui sont en cours, il va pouvoir voir que sa signature et son malware qui a été crafté spécialement pour attaquer votre entreprise a été vu, et donc du coup il a l'information et il peut décamper rapidement. Si vous discutez par exemple, c'était l'ancien responsable SOC de l'ANSSI, Julien Leroux, qui travaille avec nous maintenant, c'était un cas qu'il a vu réellement lors d'une intervention de l'ANSSI. Donc voilà, c'est important de définir, lorsque vous récupérez des indicateurs, son champ d'utilisation. Et c'est ce qu'on verra juste après, donc du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir appliquer pour enrichir l'indicateur. Enrichir et structurer sa donnée. Maintenant qu'on sait qu'on peut récupérer des indicateurs, comment est-ce qu'on va les récupérer, etc., l'important, ça va être d'essayer de la structurer. Pour ça, il y a un référentiel que moi j'affectionne tout particulièrement et que je vous conseille, c'est le référentiel STIX. On en a déjà parlé en analyse de la menace, et en fait c'est pour l'instant un référentiel qui se développe de plus en plus et qui sera sûrement le plus compatible avec vos infrastructures. Tous les fournisseurs de cybersécurité, de solutions de cybersécurité, passent sur ce format. Normalement on l'a déjà vu, mais ce que permet le format STIX, c'est de définir en fait une liste d'objets. Donc, par exemple, des threat actors, des campagnes d'attaque en cours, des indicateurs, des vulnérabilités, des outils, etc. Et en fait, ça va nous permettre de faire des liens entre des indicateurs, des campagnes, des threat actors. Donc, en fait, au nœud des relations, on va avoir un objet, et après, on va avoir un type de relation. Est-ce que c'est indique, c'est attribué, qu'est-ce qui focus, etc. Donc, c'est des référentiels. Il y a des librairies en Python qui existent, qui sont très simples d'utilisation. Ça permet par exemple de pouvoir pousser de la donnée facilement, et la majorité des plateformes de CTI actuelles ingèrent très facilement Stix. Donc du coup, ça va être des choses que vous allez pouvoir scripter. Par exemple, quand vous allez récupérer des choses à la main, des indicateurs associés à une menace sur Twitter, avec un petit bout de code Python pas trop mal fait, vous allez directement pouvoir faire un format Stix qui sera ingéré plus facilement dans votre base de données. Du coup, comme je disais, on avait vu à peu près comment est-ce qu'on pouvait structurer sa donnée. Là, on va voir sur quoi est-ce qu'on peut se baser, typiquement sur des sources ouvertes. On en avait également parlé du coup avec Ronan, je continuais le parallèle. Donc en fait, l'important de définir des référentiels, donc des référentiels qui vont vous ramener des objets, donc des malwares, des adversaires, des tools, des vulnérabilités, etc. Ça va être qu'il va falloir en fait normer. Parce que le problème, c'est que si vous vous interconnectez avec différentes sources qui vont vous ramener des objets totalement différents, et à la fin, vous allez avoir des nomenclatures qui vont être différentes. Typiquement, on va rester sur l'exemple d'Emotet. Emotet, il avait plusieurs noms, Emotet et Odo. Si vous avez par exemple dans votre plateforme d'un côté une relation de 1000 indicateurs avec Emotet et de l'autre côté 1000 indicateurs qui sont en relation avec Eodo mais qui ne communiquent pas entre eux et qui ne sont pas en relation entre eux, au final vous allez beaucoup plus avoir de difficultés à mettre ces IOC en détection, à les rechercher, etc. Donc l'idée c'est de se baser sur des référentiels qui sont uniques. Donc il y a certaines communautés comme les communautés MISP et les MISP Galaxy qui mettent à jour régulièrement des référentiels sur les nouvelles menaces, c'est des référentiels qui sont souvent normés. Vous avez également la matrice Mitre Attack qui va en fait vous faire la liste des APT, qui va avoir une forte capacité d'aliasing aussi, et ça c'est important.
le fait d'avoir des alias, c'est-à-dire que comme ça, vous allez pouvoir récupérer des menaces d'un peu partout, mais au bout d'un moment, vu que vous allez avoir un seul référentiel qui va vous permettre de faire de l'aliasing, vous allez pouvoir tout remettre sous un seul nom. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, des publications des chercheurs en sécurité qui vont vous rapporter des informations précieuses. Juste en haut à gauche, il y a plusieurs sources qui sont ouvertes, que vous pouvez exploiter, donc n'hésitez pas à les récupérer. Ça fait donc OpenFish fournit une liste de noms de domaine utilisés pour du phishing. AbuseCH, on retrouve un peu de tout, on retrouve des signatures, des C2, etc. Et ce qui est intéressant avec AbuseCH, c'est qu'également, ils font attention à toujours vous apporter l'indicateur avec du contexte, et ça c'est intéressant, ils vous associent à chaque fois l'indicateur avec un malware ou avec un adversaire. Donc c'est une source que je recommande, parce que c'est très sérieux, et effectivement, des fois, des sources publiques comme ça sont plus intéressantes que des sources privées. En dessous, je vous ai remis quelques sources privées que j'ai eu l'occasion de tester et qui sont du coup plutôt intéressantes. Il faut savoir également que si vous souhaitez mettre en place de la CTI dans votre entreprise et faire appel à des fournisseurs de CTI privés, faites attention à ce que vont proposer des éditeurs. C'est un domaine qui est encore très jeune et il y a beaucoup d'éditeurs qui décident de se lancer sur ce segment de marché qui sont en fait pas encore assez matures. Pour citer quelques exemples que j'ai vus, un éditeur d'antivirus qui en fait vend un service de threat intelligence qui en fait consiste juste à récupérer le flux récupérer les signatures des malwares qui sont exécutés sur les postes des clients qui protègent, faire un gros pipeline vers une base et après vous la proposer. C'est pas intéressant. On retrouvait des indicateurs de 2016. On retrouvait des virus qui sont surtout flag par des antivirus, donc pas de choses nouvelles, puisque au final votre SOC normalement il a déjà un antivirus, donc ça va pas être intéressant. Également des éditeurs qui automatisent un peu trop la fourniture de noms de domaine, une chose comme ça. On a des éditeurs qui nous ont fourni par exemple des buckets S3 Amazon en nom de domaine, donc s3-west-amazon.aws.com. Donc ça, si ça arrive dans vos infrastructures, c'est pareil que google.com, ça fait un peu sapin de Noël et il y a tout qui clignote. Donc voilà, il faut faire attention. Attention aux doublons et attention aux fournisseurs qui vous proposent des solutions de CTI. Donc là, on parlait surtout de récolter. Ensuite, on va parler d'enrichir. Enrichir, pour ceux qui font du SOC, vous avez déjà l'habitude de faire ça. Faire de la recherche en source ouverte. Donc VirusTotal qui va vous permettre par exemple d'ajuster vos scores. Vous publiez, vous avez récupéré un indicateur qui vient d'une source ouverte. Vous avez besoin de savoir est-ce que c'est vraiment critique ou pas. VirusTotal va vous donner également un second score qui va permettre de nuancer votre confiance en l'indicateur. Joe Sandbox, qui est très intéressant puisque on va pouvoir récupérer des informations sur les techniques, tactiques et procédures, sur les TTPs associés à un malware. Donc du coup, ça va vous permettre d'ajouter des relations dans votre base de données et pouvoir ensuite pivoter sur votre CIEM. Inquest Lab, qui n'est pas forcément très connu, mais ils font vraiment du bon boulot. Il y a également des services de soumission, des listes d'IOCs, et également beaucoup de réputation. Beaucoup de réputation, ils essayent également... ils essayent de mettre un score, et ils essayent aussi de définir le type. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé plus pour du phishing? Est-ce que c'est plus pour faire de la reconnaissance, etc. Et enfin, AbuseIPDB, des réputations d'adresse IP. AbuseIPDB, il faut également savoir qu'ils font des systèmes de blacklist complets. Et en fait, du coup, ça va être très intéressant. Si vous ne savez pas quoi bloquer, simplement, vous allez sur leur API, vous récupérez toutes les adresses IP qui ont un score de malveillance à 100. Souvent, ça marche. Vous faites juste une petite règle dessus et ça donne vraiment pas mal d'informations. Maintenant qu'on a terminé en fait sur tout ce qu'on va pouvoir faire à l'externe, on remarque rapidement qu'en fait on risque d'avoir un problème avec la confidentialité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on a des choses qui viennent de nos incidents, qui viennent de nos incidents, etc.,
on va voir qu'il y a des choses qu'on va pas pouvoir directement réputer sur VirusTotal, qu'on va pas pouvoir envoyer. Donc, et on va également essayer de se dire mais comment est-ce que je vais pouvoir valoriser les données que je récolte. Je vois, mon SIEM voit des milliers d'adresses IP passer par jour, des milliers de signatures, etc. Comment est-ce que en fait, je vais pouvoir l'utiliser? Donc pour ça, en fait, on va essayer d'enrichir et de structurer sa donnée. Donc l'objectif, ça va être de contextualiser, pardon, je me suis trompé, je voulais dire contextualiser et enrichir vos propres données. Donc l'objectif, ça va être de mettre en place des interconnexions fortes avec vos infrastructures de sécurité. J'ai pris 2 exemples marquants, on pourra en mettre plus, mais par exemple, dans les SOC qui deviennent de plus en plus matures, on a déjà quelque chose qui est associé ces règles de détection avec des TTPs. Il y a beaucoup de SOC qui en fait décident de mettre en place leur détection en se basant sur le framework MITRE, et donc du coup d'associer chacune des règles de détection avec une technique. Ce qui va être intéressant, c'est que du coup, ces alertes de détection, elles vont remonter un indicateur. Souvent, elles vont remonter une adresse IP, elles vont remonter un hash de malware, etc. Et donc du coup, ça va venir enrichir directement votre base de données en disant, bah tiens, je sais que cet indicateur-là, il a été utilisé pour réaliser cette chose-là. Et enfin, également, remonter les indicateurs de vos alertes avérées vers votre base pour ensuite tout simplement adopter des mesures de protection comme on verra après. Pareil pour les sandbox, c'est un second exemple, mais ça paraît un peu débile, mais vos sandbox, elles vous remonter beaucoup d'informations, pardon. Elles vous remonter des FQDN, des signatures, des adresses IP. Remontez-les également. Comme je vous le disais, remontez pas ça directement en indicateur actif. Accordez-vous une période de vérification sur ces indicateurs pour vérifier en fait leur véridicité. Et ensuite, traitez-les et réputez-les. Enfin, ça peut être intéressant de pousser des signatures directement dans vos sandbox. Il faut savoir que certains fournisseurs de CTI ou même des chercheurs vont être beaucoup plus réactifs par rapport à certains éditeurs de solutions. Typiquement, on peut retrouver des marqueurs qui vont être des marqueurs venant d'une publication qui vont apparaître avant même que l'éditeur mette à jour lui-même sa base d'IOC. Et donc du coup, ça va pouvoir vous permettre des fois d'éviter des compromissions. Voilà. Maintenant qu'on a vu un peu tout, et je suis désolé, c'est peut-être un poil dense, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer tout ça. À quoi est-ce que ça va nous servir en fait de récolter de la donnée? À quoi est-ce que ça va nous servir en fait également d'interconnecter nos infrastructures? Voilà, donc vos cerveaux sont en train de faire ça, vous êtes en train de vous dire pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? De quoi il nous parle? Voilà, on va prendre un petit cas d'exemple. On a une entreprise qui vient d'être victime des motettes, donc du coup, il y a la publication des indicateurs techniques sur Internet. Sur Internet, grâce à nos sources d'OSINT et nos sources privées, on va pouvoir récupérer l'ensemble des IOC. Ces IOC qui viennent des sources ouvertes, on va pouvoir également effectuer de l'enrichissement sur VirusTotal pour voir est-ce que typiquement VirusTotal est au courant, est-ce que ça a été submit, ou alors qu'est-ce qui est détecté par tel ou tel antivirus. Ça va nous permettre de faire de l'enrichissement. On va également pouvoir faire, depuis notre plateforme, de la modification dynamique de nos règles de détection. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, il y a Emotet qui est particulièrement vénère en ce moment. On va l'envoyer directement dans nos règles de détection sur les communications vers l'extérieur, par exemple. Si tu détectes que ton utilisateur communique vers un C2 qui a été renseigné, qui appartient à Emotet, tu lèves une alerte. Ça permet de prioriser. C'est-à-dire que par rapport à votre traitement classique, vous allez dire, tiens, si ça contient cet indicateur de compromission, peut-être que je vais pouvoir augmenter la priorité de mon alerte. Également, si vous avez des entreprises partenaires, vous allez pouvoir faire du partage d'informations pour qu'eux soient plus réactifs. Ça permet également dans le cadre par exemple de nous d'EDF, on a plein de filiales qui ne sont pas tous autant matures au niveau de leur cybersécurité, qui n'ont pas les mêmes capacités pour récolter des informations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir partager à un certain nombre de filiales des informations qu'on reçoit pour qu'elles puissent par exemple mettre à jour également leur liste de protection, etc. Et ce qu'on va faire automatiquement, et c'est ce à quoi va servir le score, c'est de pouvoir directement adopter des mesures de prévention. L'objectif, c'est de se dire, tiens, j'ai ce domaine-là qui a été remonté comme malicieux par une source privée. J'ai ce domaine-là ensuite qui est arrivé sur mon SIEM. Ça va du coup faire augmenter son score de confiance.
Et donc par exemple, on va pouvoir dire, si on se rappelle de l'échelle de 1 à 10, si le score dépasse 8, je vais pouvoir l'envoyer directement en blocage automatique. C'est des solutions qui peuvent marcher très bien à partir du moment où on met en place ce whitelisting, c'est-à-dire que si un indicateur est vu par plusieurs sources, on va adopter des mesures de défense automatiques. Ça nous permet par exemple de nous dire, bah tiens, on a réussi souvent, enfin, grâce à ce mécanisme-là, on a réussi à bloquer des compromissions avant qu'elles apparaissent. Enfin, bon, ça fait un peu discours marketeux, pardon. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de se dire, bah tiens, avant que ça nous touche nous, on a eu des informations qui disaient que l'adresse IP elle était malveillante, donc du coup, je vais pouvoir la bloquer automatiquement. Et également, ce qui est intéressant de faire ces interconnexions-là, c'est que vous allez soulager énormément vos équipes IT. C'est-à-dire que lorsqu'on a un SOC qui est très actif, on peut envoyer jusqu'à 30 demandes de blocage par jour sur des volumes jusqu'à 30, c'est un chiffre au hasard, mais on peut solliciter énormément nos équipes de blocage et on est également très dépendant d'eux pour les blocages. Ce qui va être intéressant, c'est que du coup, on va en automatisant ces blocages-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bloquer par exemple une adresse IP en 5 minutes et dire, bah, j'ai une machine qui a été compromise, j'ai vu qu'elle a communiqué vers C2, mais en bloquant en 5 minutes, je sais que les risques de diffusion du malware dans mon entreprise sont réduits. En fait, du coup, on va pouvoir déjà réduire ce risque. Parce que du coup, bah, le loader va pas pouvoir aller contacter le C2, donc du coup, va pas pouvoir exécuter sa charge malicieuse, etc. Voilà, c'est des exemples un peu trouvés à la va-vite, mais c'est l'idée. Voilà, du coup, donc l'idée, en fait, ça va être de toujours pouvoir mettre en détection le maximum de choses et également vous protéger en fait en amont. Une dernière chose que je vais expliquer rapidement à l'oral, c'est que là, on est resté énormément sur l'indicateur. L'objectif, c'est de progresser pour se détacher de l'indicateur. On peut également appliquer l'idée inverse, c'est de se dire, par exemple, un SOC qui aurait une très bonne cartographie de son infrastructure, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, j'ai une vulnérabilité qui vient d'arriver sur mon Apache, par exemple. Je connais l'ensemble de mes serveurs qui utilisent du Apache actuellement. Je vais pouvoir directement créer un set de règles qui est associé à la vulnérabilité, l'ensemble de mes assets qui sont liés à la technologie présente dans cette vulnérabilité. Pardon. Et donc du coup, je vais directement pouvoir mettre à jour mes règles de détection comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris, si jamais je réexpliquerai, mais c'est l'idée. Enfin, du coup, on va passer sur quelques solutions que j'ai retenues. Il y en a certaines qui doivent vous parler, typiquement OpenCTI. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui l'ont déjà utilisé en entreprise. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà utilisé en entreprise, OpenCTI? Personne? Ok, d'accord. D'accord? Hors entreprise? Ok, ouais. MISP aussi, il y a des personnes qui utilisent MISP dans leur entreprise peut-être? Ok, MISP, ok. Nickel. Du coup, je vais pas. Et après, bon, donc, du coup, à droite, vous avez toutes les solutions qui sont open source et publiques, donc disponibles, etc. Donc vous pouvez vous installer si vous voulez à la maison pour commencer à faire de la recherche dessus, etc. Ça peut être intéressant. Et à gauche, vous avez deux solutions qui sont particulièrement matures dans ce domaine-là, qui sont Anomaly et ThreatQ. Nous, c'est officiel à EDF, on utilise ThreatQ, c'est une solution avec laquelle on est particulièrement fier. Je ne vais pas continuer beaucoup plus sur le discours marketing encore, mais voilà, si jamais vous devez réfléchir ou proposer des solutions pour réaliser des proof of concept chez vous, vous pourrez vous baser sur ces deux solutions qui sont assez matures. Je vais plutôt me concentrer sur MISP et sur OpenCTI qui vont avoir deux caractéristiques qui vont être bien particulières. MISP, c'est très intéressant pour stocker et pour gérer des grandes bases d'IOC. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un système de stockage qui est particulièrement efficace et qui vont en fait vous permettre de pouvoir faire de la corrélation sur des grands volumes de données, se dire tiens, cet IOC là il était remonté à tel date là, etc. Ou alors on a cette menace qui associe, on a ce tag là qui associe plusieurs de mes IOC entre eux, donc potentiellement c'est la même menace, etc., etc. Il va avoir des fortes capacités de corrélation, il va aussi avoir des fortes capacités à s'interconnecter avec vos scripts. Si vous développez un peu, si vous aimez bien faire un peu de tooling, etc., avec MISP, vous avez vraiment une librairie complète en Python qui est disponible.
donc qui wrap en fait toute l'API, c'est un wrapper de l'API MISP qui va vous permettre de pousser de la donnée, de gérer vos indicateurs, etc. Donc vraiment, MISP intéressant au niveau de la gestion des indicateurs, faire un peu de massif, s'interconnecter. Ils ont aussi déjà intégré 100 sources ouvertes. Il y a juste à cliquer sur un bouton pour les activer, donc c'est plutôt pas mal pour commencer à récolter de la donnée. Une communauté qui est plutôt active. On a énormément de contributions, de projets, de choses comme ça qui tournent autour de l'interconnexion de MISP avec d'autres plateformes, typiquement des SIEM, des Sandbox, etc. De l'autre côté, on a OpenCTI. C'est une solution que je connais un peu moins parce que je ne travaille pas dessus, mais qui est très utilisée pour sa capacité de mise en relation des événements. Ça va pour moi être un poil moins performant, mais si des personnes travaillent avec OpenCTI et veulent me contredire, il n'y a pas de souci. Ça va être un poil moins performant pour la gestion des indicateurs, mais par contre, pour faire des relations entre vos objets et pour également faire des jolis graphes, pour présenter l'information de manière convenable, OpenCTI va être beaucoup plus puissant que MISP. MISP, en fait, il n'y a pas de capacité de graphe, donc en fait, à partir du moment où vous allez vous représenter, par exemple, des endroits où vous avez identifié, par exemple mettre des maps, faire des listes d'acteurs qui sont particulièrement virulents en ce moment, etc. Avec MISP, vous n'allez pas pouvoir le faire, alors qu'avec OpenCTI, vous allez avoir beaucoup plus ces capacités-là. Du coup, j'en ai terminé avec cette présentation. C'était un poil plus rapide que ce que j'avais imaginé. Mais du coup, merci de votre attention. J'espère que ça vous donne quelques pistes. Pour ceux qui ne travaillent pas dans un SOC et qui n'ont pas forcément ce levier-là, ça va pas vraiment, en fait, au final, vous être si utile que ça, et je le conçois. Mais en tout cas, merci de votre attention. Et au moins, ça vous donnera des pistes pour plus tard, pour gérer tout ça. Voilà, merci beaucoup. Afin de terminer, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Oui. Ouais. Alors la première question, je ne vais pas pouvoir forcément te répondre puisque ça fait partie de la façon dont on gère notre SOC au sein d'EDF. Donc c'est des choses qui sont plus ou moins de confidentialité restreinte. Donc tel P-Amber pour ceux qui se rappellent, hein. Par contre, au niveau du partage de l'information, effectivement, on a des filiales qui utilisent qui ont leur propre solution de CTI. Et c'est là que, par exemple, on va avoir des solutions comme ThreatQuotient ou comme MISP qui ont des fonctionnalités de communauté. C'est-à-dire que j'ai EDF qui est la maison mère et j'ai mes filiales à côté. Mes filiales, à partir du moment où elles vont avoir des indicateurs qui vont être intéressants, elles vont pouvoir juste avoir à rajouter, par exemple sur MISP, un tag à partager. Et donc du coup, les indicateurs vont être automatiquement envoyés au MISP d'EDF afin qu'on puisse les récupérer. Voilà. Pareil, sur StreetQ, il y a également ce genre de mécanisme. Et donc du coup, ça permet d'adopter c'est une bonne question, ça permet d'adopter une posture globale. Et sur des SOC qui sont sur des terrains ou des entreprises qui ont énormément de filiales ou des choses comme ça permet au moins d'avoir une posture qui est globale. Voilà. Oui. Mm. Oui. Mm. Ouais, effectivement, c'était une problématique qui m'avait été soulevée quand j'ai commencé à travailler vraiment avec mon SIEM et mes indicateurs. Comment dire? En fait, il faut essayer d'adopter une façon
de scorer qui va être plus ou moins, je sais pas comment t'expliquer, intelligente dans le sens où l'idée c'est de se dire, bah, ton éditeur d'antivirus, il va te remonter quelque chose. En fait, par exemple, ton éditeur d'antivirus va te remonter une base. Ça va te donner un score, c'est pour ça qu'on met différents scores. Ta source, du coup, ce que va te remonter ton éditeur va par exemple te remonter un score de 5. En fait, ça va juste être de la mesure de se dire, est-ce que ça a déjà été vu par une source ouverte? Et c'est là que tu vas dire, par exemple, si tu vois un indicateur qui remonte 2 fois d'une source interne, enfin, par exemple, tu as un éditeur qui te remonte un hash et tu as l'autre éditeur qui te remonte le même hash. Si par exemple c'est 2 sources privées, tu vas dire, bah, effectivement, tu vas commencer à te poser la question, tu vas dire, bah tiens, c'est vrai qu'il a été vu plusieurs fois. Et c'est là l'intérêt de classifier ces sources par type, ouverte, privée ou interne, c'est de se dire, bah tiens, ça je l'ai vu en interne, ça a été remonté par ma sandbox, et quelques jours après, ça a été remonté ensuite par l'éditeur. On sait que c'est quelque chose qui est véridique et c'est pas un faux positif, dans mon entreprise. Ça répond à ta question? Nickel. Ce que je voulais terminer, je vais terminer juste là-dessus, c'est qu'en fait, ce qu'on présente ici, et c'est ce qu'on avait déjà expliqué dans le cours de CTI, c'est qu'en fait, on a une approche qui est seulement défensive et pas proactive. C'est-à-dire qu'on va se défendre face à de l'existant. Tout ce qu'on présente là, on se base sur de l'existant. Et c'est le gros problème en fait de ces mécanismes-là, c'est qu'il faut attendre qu'une entreprise soit compromise, qu'il y ait des chercheurs qui trouvent quelque chose pour se défendre. Ce qu'on va pouvoir au final, au fur et à mesure, évoluer, et c'est le dernier cas que je présente avec la gestion des vulnérabilités, de vos assets, etc., c'est de passer de cette démarche un peu défensive à cette démarche proactive, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper. Dès que j'ai une vulnérabilité, comment est-ce que je vais pouvoir améliorer mes capacités de détection temporairement pour pallier cette vulnérabilité. Comment est-ce que je vais pouvoir également utiliser les tactiques ou les techniques d'attaque qui viennent d'un attaquant qui se concentre sur mon secteur pour essayer de faire de la priorisation sur mes alertes, etc. etc. Voilà, c'est tout. Hmm, oui. Alors, bah, en fait, MISP, bien que le format MISP soit considéré comme open source, en quelque sorte, il est pas forcément, il est moins reconnu au sein de la communauté. C'est-à-dire que quand tu vas regarder au sein de tes infrastructures de sécurité, heu, tu vas en fait beaucoup plus rencontrer de formats Stix. C'est-à-dire que typiquement, quand tu vas devoir dialoguer avec ton SIEM, avec par exemple tes anti-DDoS ou des choses comme ça, ils vont ingérer beaucoup plus facilement du Stix que du format MISP. Donc en fait, partir directement sur du Stix pour stocker tes informations et les traiter, ça va t'enlever une couche de complexité qui va être de mettre en place une sorte de traducteur qui est déjà en remarque natif un peu dans MISP, entre ton format MISP et ton format Stix. Et d'ailleurs, en second point, quand tu vas utiliser du MISP et que tu vas vouloir exporter le tout en format Stix, le problème c'est que MISP va avoir en fait des contraintes de forme. Tu vas devoir taguer correctement tes objets, les relier correctement, etc. Tu vas avoir tout un ensemble de choses à prendre en compte avant de pouvoir en fait avoir un format MISP qui puisse s'exporter parfaitement en format Stix. Oui. Je prends la question de derrière, après je prends la tienne. Mm. Effectivement, effectivement, c'est quelque chose que j'ai pas cité, mais effectivement, MISP propose en fait des façons de gérer l'indicateur. Les sources privées, en fait, c'est des fournisseurs de CTI, donc c'est pas nous qui en fait décidons. C'est eux qui donnent leur façon de définir la date de validité. Souvent, en fait, ce qu'on remarque dans les fournisseurs de CTI, c'est qu'ils ont régulièrement des revues de leurs indicateurs. C'est-à-dire que quand,
quand ils récupèrent un indicateur, ils se disent, bah, ils prennent de base en fait un score qui va dépendre en fait à peu près de ces méthodes-là et dire bah tiens de base un FQDN moi je le score à 3 mois. 3 mois de durée de validité. Et après, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en place des systèmes de vérification pour bah, checker d'abord si, par exemple, dans le cas d'un domaine, si le C2 est toujours actif, si les ports ont pas été ouverts. Ils font également un peu tout ce qu'on a vu en méthode d'OSINT bah, pour checker, par exemple, le certificat, détecter des changements des certificats, détecter des changements de nom de domaine, d'association, etc. Donc du coup, ça leur permet en fait, pour chacun des indicateurs qu'ils vont avoir en place, ils ont certains mécanismes de validation automatique qui permet en fait de revérifier si l'indicateur n'est pas actif et dans le cas où il est actif, repousser sa date de validité, sinon expirer l'indicateur. Oui, pardon, excuse-moi. Ouais. Oui. Oui, en fait, c'est plutôt dans le sens où on va se dire, en fait, les règles proactives, elles vont en fait, tu vas dire, typiquement, souvent quand tu vas avoir tes règles, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place. Tu vas voir par exemple, souvent nous ce qu'on fait c'est qu'on a un set on a par exemple un set de bases de données et on sait qu'avec ces bases de données on va pouvoir par exemple réaliser de l'exfiltration, on va pouvoir les mapper à des techniques. Et en fait bah, c'est juste se dire bah tiens, là je sais que c'est les bases de données qui utilisent telle technologie qui vont être plus vulnérables. Donc c'est-à-dire que quand je vais récupérer mes alertes, au lieu de laisser mon alerte sonner avec son niveau de sévérité classique, je vais l'augmenter. Comme ça, en fait, on priorise l'alerte et on se dit, bah tiens, je sais qu'en ce moment, par exemple, au hasard, mes bases MS SQL, elles sont plus vulnérables parce qu'il y a une vulnérabilité qui est sortie. Donc je priorise et donc du coup, bah, ça va me permettre de voir plus rapidement, de pouvoir dire, bah, même si c'est pas avéré, au moins on a une priorité qui est mise et on se dit, bah tiens, je vais traiter ça plus rapidement parce qu'il y a plus de chances que ce soit une compromission. En fait, on va pas recréer des règles en entier parce que c'est des choses qui est compliquées, mais on va juste jouer sur nos sets de surveillance. C'est-à-dire que d'habitude, on fournit tout ça. Tu dis, bah tiens, je sais que ma règle, elle doit sonner par exemple elle doit surveiller les bases de données, ce qui est envoyé aux bases de données, les connexions sur les ports 3389, voilà, tout ça. Ma règle, elle doit surveiller ça. Si, si j'ai une vulnérabilité, je vais venir rajouter mon autre set. Si j'ai une vulnérabilité sur MS SQL, je vais venir rajouter mon set avec la liste des adresses IP de mon SI qui utilise une base MS SQL. Et je vais lui dire, bah, tiens, si l'adresse IP elle matche ça, en plus d'être dans mon set de base de données classique, eh ben, lève-moi et priorise cette alerte. Voilà. C'est des mécanismes qui sont pas forcément véridiques, mais voilà, j'ai pris le cas des bases de données. C'est pareil pour, par exemple, des exfiltrations. Quand on va faire de l'exfiltration, par exemple, on va contrôler la taille des données envoyées durant l'exfiltration. Si jamais c'est par exemple un C2 qui est enregistré dans ma base de données ou un serveur d'exfiltration, et ben, je vais augmenter également la priorité. C'est toujours ça. C'est toujours en fait, on va pas essayer d'améliorer la règle de détection, on va essayer de prioriser et d'affiner sa détection pour en fait bah, essayer de dire bah, au lieu de traiter 15 faux positifs de front, parce que c'est la même règle qui a sonné, on va traiter les 5 premiers. Enfin, j'ai dit les faux positifs, les 15 alertes de front, on va traiter les 5 premiers parce qu'on a réussi à prioriser sur le fait que c'était associé à une menace, etc. Voilà. Tout. Bah, merci beaucoup de votre attention et puis je vous souhaite une bonne soirée.